mec qui s'appelle Xavier Davalmaison. Dans les serpents. Non, dans le fond des aquariums à Saint-Caro. C'est grave, je monte pas dedans. La médiathèque de Saint-Maurice a le grand plaisir, cher public, de vous accueillir en ce début d'année et de vous souhaiter, il est encore temps, le meilleur pour l'an 9. Ma joie est donc grande ce 20 janvier de vous revoir et de recevoir avec vous une riche personnalité. Thierry Luther-Bacher, je vous souhaite au nom de tous la bienvenue à Saint-Maurice et je vous remercie d'avoir accepté de venir à notre rencontre. Vous êtes né en 1950 à Péry-Reuchnett. Parce que la rencontre est le miracle de la route, vous partez une première fois à 17 ans à peine en Israël pour vivre et travailler dans les kibboutz. Votre chemin ne s'arrête pourtant pas là. Il vous conduit plus loin encore, puisque dès 1972, vous traversez l'Afghanistan, le Pérou, l'Équateur, la Colombie, la Suède, le Maroc et les États-Unis. Lorsque vous posez vos bagages, c'est à Paris pour suivre des cours d'art dramatique au conservatoire. Vous rentrez donc en Suisse, riche d'une belle expérience, et devenez membre de la direction de la chaîne de télévision régionale ainsi que de la radio locale de la ville de Bienne, où vous animez une émission d'entretien. Et puis, un peu comme le poète Ludwig Hohl, qui parlant du travail de l'artiste laisse échapper cet aveu, il courait le monde pour trouver des couleurs, mais son choix ne touchait jamais juste, tout était compliqué, rien n'était vivant. Les bonnes couleurs, il ne les trouva que du jour où il se mit à écrire avec son sang. Dès lors, ce fut simple. Vous ne pouvez manquer d'écouter et d'observer pour vous mettre, direz-vous, en état d'écriture. Ainsi publiez-vous en 2001 aux éditions Bernard Campiche un premier roman, Un cerisier dans l'escalier, et c'est le début d'une nouvelle aventure. 7 romans et une pièce de théâtre qui dessine la vie tout à la fois 8 belle. romans. Oui. 8. Oui, mais j'ai cité Un cerisier dans l'escalier. Ah, ok. 1 plus oui. 7. Bon, je reprends. 7 romans et une pièce de théâtre. Mais elles ne sont pas toutes publiées, mais vous en avez écrit plus. Hein? Oui. Qui dessine la vie tout à la fois belle, riche, grave, même cruelle en ses coulisses, et esquisse le contour de personnages en quête de valeur, et qui nous laisse parfois surpris de voir à quel point ils nous ressemblent. 2021, vous publiez Illégaliste, l'histoire d'Aristote Gatineau, révolutionnaire au cœur pur. Aris fait partie d'une organisation, Action Illégaliste, mouvement mis en place par 5 amis en guerre contre un système qui a comme vocation l'anéantissement de la planète, la mort lente des exploités, la mort violente des révoltés. Action militante qui va l'arracher à son père et à sa mère en dépit de son respect infini pour eux. Ainsi, cette très belle page de votre roman et cette confidence de votre personnage. Ce sont les yeux de mon père et de ma mère qui ont fait de moi ce que je suis. Leur air contrit s'astreignait à bannir toute espèce d'esprit de rébellion. Toujours vaincus par la résignation, par le devoir d'obéissance que leur assénaient leurs conditions d'ouvriers, la fidélité soumise envers l'emploi et ceux qui le pourvoyaient, pas de place dans leur vie pour la remise en question de ce qui était juste ou injuste. L'usure du quotidien étouffait les velléités de revendication. Ce sont leurs yeux qui ont forgé mon insoumission et m'ont jeté dans la lutte révolutionnaire, l'insupportable humiliation que leur faisait subir la condescendance des possédants qui versaient le salaire comme on verse une aumône. Une espérance transcendait leur existence, faire de moi ce qu'ils n'étaient pas et ne seraient jamais. Vous, Thierry Luther-Bacher, comment vous définissez-vous? Qui êtes-vous? Et que devez-vous aujourd'hui à l'enfant que vous fûtes et à l'éducation que vous avez reçue? Vaste programme. Oui, on a un peu de... Ah, écoutez, j'ai pas du tout cet enracinement que je décris dans Illégaliste. C'est d'ailleurs une des premières questions qu'on me pose à chaque roman. Est-ce que c'est autobiographique? Bien sûr que
on va toujours pêcher des lignes dans son passé, et moi bien sûr aussi. Mais ce n'est pas autobiographique en l'occurrence. Moi je viens d'un milieu très bourgeois, dans ce petit village que vous avez nommé de Péry-Rochette, où mon grand-père était un des fondateurs de la fabrique de ciment Vigier. Donc, je veux dire, c'était un peu le règne d'une famille sur un village où pratiquement tout le village, en tout cas tous les hommes, et de nombreux ouvriers italiens immigrés venaient y travailler. Donc, il y avait une espèce de... J'allais presque dire une espèce de noblesse villageoise qui s'était installée vis-à-vis de ma famille. Donc, la seule chose qui me relie à ce que vous venez de lire, c'est le fait que j'ai toujours été frappé par cette condescendance dont j'essaye de parler dans le livre, dans les yeux des ouvriers, parce que comme on vivait, la fabrique de ciment avait bâti pour mon grand-père, que j'ai jamais connu, il est mort avant ma naissance, avait bâti une maison à mon grand-père, une magnifique villa dans un lieu vraiment incroyable, hein, je veux dire un grand jardin, un verger, une petite forêt à l'entrée de la villa, avec un chemin qui conduisait, où j'ai passé vraiment une jeunesse comme un petit prince, quoi. J'avais un verger à moi, une petite forêt à moi, il y avait même des animaux, des écureuils qui s'y baladaient, et j'en avais fait mon monde. Je créais des personnages, des mondes qui bien sûr m'ont beaucoup marqué. Et ce qui m'avait frappé à cette époque-là, il y avait beaucoup de... Bien que mon père n'a absolument pas travaillé dans la fabrique de ciment, il était pharmacien, et il y avait énormément d'ouvriers, souvent italiens, qui venaient travailler pour des travaux de jardinage, le gros œuvre, si vous voulez. Et puis, je voyais la manière dont ma grand-mère, qui était restée madame la directrice, on la nommait de cette manière-là dans le village, quand on s'y promenait. Et on avait il y avait un lien particulier, parce qu'on était nés le même jour. Alors vous imaginez que j'étais, aux yeux de ma grand-mère, j'étais une personnalité extrêmement particulière. Donc elle me traitait vraiment comme un prince. Et il me disait toujours des souvenirs que j'ai quand on se promenait dans le village et qu'on la saluait toujours chapeau bas, avec le titre de Madame la directrice. Elle me disait « Tu es un Luther, ma chère, n'oublie jamais le nom que tu portes ». Et bien sûr, je l'ai oublié. Et dans les yeux de ces ouvriers qui venaient travailler dans ces villas, et ma grand-mère, qui était vraiment une patriarche, une matriarche en l'occurrence, les accueillait avec cette condescendance, justement, comme parfois on retrouve un peu dans les hôpitaux, où on ne dit pas, on ne s'adresse pas directement au personnage, on dit on. On dit on a soif, on veut une bière. Et tout ça, ça m'avait beaucoup frappé quand j'étais petit, hein. Et puis, j'ai vraiment un souvenir très direct qui m'a fait véritablement persuader que je ne voulais pas leur ressembler, que je ne leur ressemblerai jamais, que je ne voulais pas attraper la sale maladie des adultes. Alors le projet d'action illégaliste, la construction d'une politique prolétaire armée contre la stratégie d'extermination que réalise matériellement la multinationale d'agrochimie Noxentro, coupable d'assassinat de syndicalistes et de travailleurs en lutte, d'empoisonnement du monde avec ses pesticides, engrais et autres produits alimentaires toxiques. Noxentro nourrit le monde en l'empoisonnant et l'asservissant. Ainsi, éliminer son PDG, Emiliano Zaduzco, c'est éliminer un prédateur de la planète. Pourtant, lorsqu'Harris rencontre Emiliano sur le Mirifique,
bateau de croisière où il séjourne avec sa famille, il découvre un homme issu d'un même terreau que lui, mais lui avait dû combler les attentes de la pauvreté de ses parents, récompenser leur abnégation en se hissant au-dessus de la classe prolétaire. Il leur avait sans doute construit une maison en les mettant à l'abri du besoin, l'opposé de ce qu'avait fait Harris, qui semble avoir beaucoup de regrets. Ils ont trimé pour moi, pour faire de moi un monsieur, et moi j'ai tout flanqué par terre, les privations, les sacrifices. Je suis devenu l'envers de leur espoir. Pour vous, Thierry Luther Bacher, lequel des deux, d'Harris et d'Emiliano, a fait le plus juste? Celui qui a vengé la pauvreté de ses parents ou celui qui a tenté de l'adoucir en s'élevant au rang des plus puissants? Vous plaisantez. Non, bien entendu, c'est Harris qui me touche le plus. Mais, je veux dire... vous savez, le PDG que je nomme, je l'ai connu. Alors là, effectivement, je suis allé pêcher dans mon passé. Quand j'étais à Bâle, où j'ai vécu quand même pas mal de temps, je l'ai véritablement rencontré il y a... j'avais 18 ans, dans une croisière. Je ne sais pas ce que j'étais allé faire sur une croisière. J'y avais été invité par un ami. Si mon souvenir sont bons, c'était le prof de sport que j'avais quand j'étais en école secondaire à Bienne. Mais des raisons pour lesquelles il m'avait demandé de l'accompagner, ça n'avait strictement rien d'ambigu. C'était vraiment quelqu'un avec lequel je faisais énormément de sport. J'étais dans un club d'athlétisme, je faisais de la boxe. C'est lui qui conduisait tous ces entraînements. Et donc on s'appréciait beaucoup, bien qu'il ait très certainement, je ne sais pas moi, une vingtaine d'années plus que moi. Et sur ce bateau, il y avait cette famille Zocca, et dont le père était le PDG de l'entreprise Sandoz, qui était une entreprise pharmaceutique qui a été rachetée par la suite par Ciba-Geigy, qui après a été regroupé dans ce grand groupe de multinationales. Et je veux dire, rien, à cette époque-là, déjà, à 17 ans, j'étais engagé à l'extrême gauche de manière très, très militante. Et donc, rien, a priori, me rapprochait de cette famille et du père. Et j'ai été totalement subjugué par cet homme qui avait une tolérance, une formidable intention et puis une générosité, voilà, une formidable générosité. Et à l'époque, je peignais beaucoup, avant tout. J'écrivais déjà, depuis aussi loin que mes souvenirs m'emportent, mais je peignais beaucoup. Et il m'a soutenu, mais vraiment tel un mécène, dire après coup. Quand j'avais besoin d'un job, parce que bien entendu, je n'arrivais pas à vivre de ma création, il me permettait de faire un travail quelconque à la Sandoz. Quand je me souviens que quand je distribuais des tracts à l'entrée de Sandoz aux ouvriers qui en sortaient en bon militant, je me faisais parfois arrêter. Et puis je lui téléphonais et puis immédiatement il disait « Non, c'est Thierry, je le connais, laissez-le partir. » ça. Et donc, je veux dire, vous imaginez bien que c'est quelqu'un qui m'a totalement étonné, quoi, par sa... Il était à l'envers de ce que j'imaginais d'un PDG d'une grande entreprise, d'une multinationale pharmaceutique. Je découvrais un homme
que j'imaginais même pas pouvoir exister. Donc j'ai pris vraiment, j'ai emprunté sa personnalité dans le livre, parce que c'est quelqu'un qui a énormément compté pour moi, qui est d'ailleurs devenu le parrain d'un de mes fils, et qui est mort d'un diabète d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai repris l'histoire aussi du diabète. Et donc, c'est difficile de répondre à votre question, parce que bien entendu, l'histoire d'Harris me touche, et en même temps celle du PDG me bouleverse elle aussi. Donc ce serait difficile de dire que l'un m'a plus touché que l'autre. J'ai peut-être une tendresse littéraire pour le personnage d'Harris, clairement. Mais, voilà. Alors, pour rebondir, une question qui agite l'esprit d'Harris: comment pourrais-je tuer cet homme s'il ne m'inspirait pas de haine? Dans son ouvrage « Mon traître », Serge Chalandon fait dire à Tyrone Meehan, militant de l'IRA, finalement convaincu de trahison, qu'il n'y a pas de guerre propre et qu'un traître n'est pas traître tout le temps, que personne n'est tout à fait salaud. Le salaud, c'est parfois un gars formidable qui renonce. C'est un propos qui résonne presque en écho à celui de Tolstoï dans Résurrection, qui dit « Les hommes portent en eux le germe de toutes les qualités humaines. Ils en manifestent tantôt une autre. » Vous, Thierry Luther Bachert, de façon plus générale, que pensez-vous de cette humanité qui peut parfois... être ambivalente. Oui. Ouais. C'est marrant parce que en venant ici dans la voiture, on avait une discussion de cet aspect-là de la vie, où Roman me disait que j'avais eu une éducation où j'essayais toujours de leur inculquer des valeurs de l'opprimé face à l'oppresseur. Et Roman me disait que ça l'avait peut-être un peu perverti, dans le sens que le fait d'être riche, tu m'interromps si je dis une bêtise, le fait d'être riche était finalement quelque chose qui mettait la personne du mauvais côté de la barricade. Alors cet humanisme est prépondérant dans ma pensée et dans mon œuvre, et il domine au-delà du milieu social et des classes sociales. C'est toujours l'humanisme qui doit avoir, qui raconte l'essentiel de l'existence, à mon humble avis. Et là, vous avez raison, vous avez parlé de Tolstoï, on peut aussi parler bien sûr de Dostoïevski, et d'autres, et de bien d'autres d'auteurs que je rejoins complètement sur le plan de l'humanisme. C'est extrêmement, c'est vrai qu'à un moment donné, dans ma jeunesse, il y a quand vous êtes très militant, j'ai vécu mai 68, je me suis rendu à Lyon, donc j'ai très doucement glissé, j'ai abandonné l'extrême gauche, léniniste, marxiste-léniniste, pour m'approcher des mouvements anarchistes, des mouvements libertaires, puisqu'aujourd'hui le mot anarchiste a des résonances qui malheureusement ne dépeignent absolument plus que le mot signifie véritablement, c'est-à-dire l'absence de pouvoir. Et j'ai vécu, c'est vrai, des moments extrêmement intenses et de violence. Je vais pas le nier. Quand vous vous retrouvez face à un bataillon de CRS, avec à l'époque des mouvements extrêmement virulents, extrêmement violents, qu'on appelait les Katangais, en l'occurrence à Lyon,
et qui ressemblent un peu à ce qu'on appelle aujourd'hui les black box, c'est-à-dire qui pratiquent la violence pour la violence, qui souvent viennent de milieux totalement désemparés et qui souvent n'ont absolument aucun autre moyen de s'exprimer. Et c'est vrai que là, j'ai été mêlé à cette violence. Et que après, la vie et surtout les voyages que j'ai entrepris m'ont fait faire des rencontres extraordinaires qui font que vous rencontrez des gens. C'est ce que j'adorais dans les voyages, c'est que premièrement, voyager, c'est retrouver un peu les terrains de jeu de son enfance. C'est la seule manière de retrouver un peu le paradis perdu de l'enfance. C'est une des raisons essentielles pour lesquelles je voyageais. Bien sûr, mené par aussi en littérature par des livres tels que ceux de Jack London, qui a été une de mes bibles, les livres de London, et surtout de Kerouac, Sur la route, qui m'a véritablement donné l'essentiel du besoin de partir, quoi. Et vous rencontrez des gens qui, en quelques instants, peuvent devenir des amis d'enfance, ou vous donnent l'impression que vous êtes un ami d'enfance. Des gens, parfois, c'est des regards échangés dans la rue, dans des pays où rien ne ressemble à ce dont vous êtes habitué, où tout est dans l'éphémère, hein, comme dans le voyage, tout est éphémère. Et vous croisez des regards, et ces regards, vous ne les oubliez jamais, ce qui est quand même assez incroyable. Il y a des regards, des gens dont j'ai croisé le regard, donc c'est quoi? C'est 1 seconde, 2 secondes. Donc j'ai jamais oublié le regard ni les yeux. Parce que à ce moment-là, il y a une manière les yeux racontent des histoires, même si ça va très vite. Il y a des yeux qui vous embrassent, et c'est inoubliable. Alors, je me permets juste de vous interrompre parce qu'il y a justement un ouvrage où vous parlez beaucoup de voyage, c'est le Sacre de l'inutile, hein, qui a paru en 2008 aux éditions Bernard Campiche, qui est un très très beau roman qui raconte l'histoire de Raoul Latraviole, artiste peintre de maison, 1,81 m, cheveux châtains, yeux mousse, signe particulier, maladresse à vivre. Et tout comme vous, Raoul, pour échapper à la pesanteur des jours, parcourt le monde. Il voyage en Amérique, en Asie, traverse le Pakistan, s'arrête en Afghanistan et il s'exprime ainsi. Détaché des contraintes de l'existence, le voyageur va à l'essentiel. Il retrouve la sagesse de l'instinct, et en dehors de manger, boire et ou dormir, rien ne lui embourbe l'esprit. Il saisit l'essence de l'instant qui le délivre de la gêne, de ce que l'on n'ose pas, des règles de bienséance. Chacun reprendra sa route et l'on se donne d'autant mieux à l'autre quand on sait qu'on ne le reverra probablement jamais. Alors que pensez-vous de ces 2 propos? Le premier, écrit par Lord Byron à sa mère le 2 novembre 1808, « Si l'on ne voit pas d'autre pays que le sien, on ne peut pas donner ses chances à l'humanité. » Et le second, de Jacques Lacarrière, hein, « Affronter l'inconnu du quotidien des rencontres, c'est rechercher une autre image de soi chez les autres. » Vous pourriez en ajouter une troisième, dans les pensées de Pascal, qui dit que tout le malheur de l'homme vient qu'il ne peut pas rester, qu'il ne peut pas demeurer seul dans une chambre. Oui. Qui est bien sûr à l'opposé de ce que vous venez de dire. Ce que dit Lord Byron, c'est très semblable à la manière dont j'ai effectivement vécu ma jeunesse. Et maintenant, je pense beaucoup plus à la pensée de Pascal. Je suis devenu un voyageur immobile. Mais j'ai mes fils qui, eux, enfin un, qui est un voyageur impénitent. Alors,
j'ai énormément de plaisir à retrouver ces instants et ces moments absolument magiques de ces rencontres inattendues et des paysages inattendus en l'écoutant. Et moi-même, j'ai vécu, maintenant je veux dire sans être prétentieux, j'ai vécu tellement d'histoires incroyables pendant toutes les années où j'ai voyagé que j'ai une réserve inépuisable en moi. Alors, vous parlez de voyageurs immobiles. En fait, l'expression que vous utilisez à plus d'une reprise et dans différents romans, c'est celle de nomade, oui. Immobile. C'est étonnant parce que ça deviendra le titre d'un carnet de l'écrivain poète Georges Haldas. Nomade immobile, pour vous, de quoi s'agit-il? Et que pensez-vous de ce credo d'Haldas? Descendre toujours plus en soi pour mieux aimer ce qu'il y a autour de soi, parce que l'invisible est le grand frère, sinon le père du visible. Ouais, je ne peux pas être plus d'accord avec Haldas, bien sûr. D'autant plus que c'est un grand fanatique de football. Moi, c'est plutôt le hockey sur glace. Mais oui, Nomade immobile, je ne l'ai pas du tout emprunté à Haldas. Hein, très honnêtement, ça faisait... cette expression m'est venue quand j'avais ces moments de grande sérénité, quand je me retrouvais dans un lieu qui n'était pas officiellement chez moi, parce que, je veux dire, comme j'étais sans arrêt en train de bouger, je revenais en Suisse, je travaillais un peu, souvent à la Poste, parce qu'à cette époque-là, c'était énormément, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, il y a énormément de marginaux aller travailler à la Poste. Je travaillais souvent aux Express. Et puis le temps de gonfler ma bourse et je repartais. Et puis pendant ces moments-là, oui, je digérais toutes ces histoires que j'avais vécues, tous ces paysages, tous ces gens que j'avais rencontrés. Et il y a un moment donné où j'ai... je me suis rendu compte lors de voyages que j'ai faits, je ne sais pas, il y a une vingtaine d'années, 15 ans, 20 ans, où je retournais dans des pays dans lesquels j'avais séjourné. Je me souviens par exemple d'Istanbul, où j'avais fait une espèce de série de séjours où j'ai passé, mais vraiment d'Istanbul en Australie, en Afrique du Sud, en Arabie Saoudite, il y a de ça, oui, comme je dis, à peu près une quinzaine d'années. Et j'avais l'impression de toujours être au même endroit. Je veux dire, la sensation qui m'est restée quand en 1972, j'étais parti pour rejoindre l'Afghanistan. Quand j'étais arrivé à Istanbul, j'étais dans un autre monde. J'étais en Orient, quoi. C'était sublime. J'étais totalement fasciné par tout ce que je voyais. Et là, quand j'y suis retourné, une vingtaine d'années plus tard, j'avais l'impression que tout se ressemblait. Et je passais d'un aéroport à l'autre, vu qu'on tournait un film que je réalisais, et puis donc c'est ce qui m'a fait voyager. Donc un film d'image, hein, pas un film de fiction. Et on allait visiter des imprimeries de pays en pays. Et j'étais abasourdi de voir que tout finissait par se ressembler. J'avais plus l'impression de ce dépaysement incroyable que je vivais quand j'étais voyageur, quand j'étais véritablement nomade. Et c'est ce qui m'a inspiré
ce titre de nomade immobile. Et bien sûr, par la suite, j'ai fait un dernier voyage, enfin j'avais toujours l'envie de partager la sensation du voyage, l'instinct du voyage avec mes fils. Et donc on a loué un bateau en Irlande. On est descendu le fleuve Shannon avec mes 3 fils. J'ai 3 fils. Et j'ai retrouvé pendant cette descente où on était vraiment parfois totalement isolés du monde, dans des endroits incroyables, autant que peut être incroyable l'Irlande, où on pêchait, parfois on se nourrissait de notre pêche, enfin c'était vraiment admirable. Et après je suis parti encore en 2016, si mes souvenirs sont bons, à Cuba, parce que ça aussi c'était une envie que j'avais depuis longtemps, j'étais jamais allé. Et là je me suis rendu compte que c'était plus pareil, quoi. J'ai retrouvé un peu à Cuba, Cuba, ça m'a redonné envie, un peu l'envie du voyage, parce que Cuba ne ressemble à rien. C'est-à-dire, on a l'impression de remonter le temps et puis de se retrouver dans les années 50 ou 60. Et ce qui fait de ce pays, maintenant, sans parler de politique ou de blocus ou ne sais-je, simplement en parlant de la fascination du pays que vous pouvez éprouver ou pas d'ailleurs, vous vous retrouvez, mais vraiment dans les années 50-60. C'est incroyable. Il n'y a pas... l'Amérique est toujours encore, malgré tout, restée à l'écart. Il n'y a pas de McDonald's. Ça commence à venir, ça commençait quand j'y étais. Il y avait une espèce de tentation américaine qui a été un peu réfrénée de manière totalement contradictoire finalement par Trump, qui a brisé toutes les relations avec Cuba que Barack Obama avait naïvement peut-être tenté d'instaurer avec Cuba. Et puis Trump a mis fin à tout ça. Et parfois, je me dis, c'est contradictoire, mais c'est peut-être ça qui, finalement, a redonné un tout petit peu de possibilités de respiration à Cuba avant que ne déferle l'Amérique des McDonald's, quoi. Et après ce voyage-là, j'étais en système digestif, j'avais plus envie d'écrire les voyages plutôt que de les vivre. Et puis un de mes fils, Léo, est parti en Islande et il m'a redonné l'envie. Quand il m'a raconté ce qu'il y avait vécu, j'ai de nouveau été subjugué. Je me suis dit, oui, ça j'ai envie de voir. Et puis on est en train de voir avec Roman et puis mes 2 autres fils, Jonas et Léo, peut-être qu'on va s'organiser un voyage en Islande. Alors, on va changer de roman. Je vais aborder le splendide Hasard des pauvres, qui est un magnifique roman, je trouve. Youri, prénommé comme Gagarine, le premier homme qui est allé dans l'espace le 12 avril 1961, est devenu un écrivain célèbre. Il revient dans la ville de son enfance et il y est accueilli comme le fils prodigue. Mais Youri se souvient alors de l'enfance et de ces fameux regards qui cognent, les regards qui le ruinaient, lui et les siens. Vous mettez dans la bouche de Youri une très très belle définition de l'amour, que vous appelez les noces secrètes, et c'est une expression qui va aussi revenir plus d'une fois. C'est vrai. À la question de Da qui demande ce que sont les noces secrètes, Youri explique: je lui ai parlé des yeux qui se croisent dans la rue et se marient le temps de se toucher, de cette seconde pendant laquelle 2 regards s'aiment comme pendant toute une vie. Et c'est ainsi pour un mot écrit, pour la phrase d'un livre,
pour la touche de couleur d'un tableau ou pour une feuille dans la forêt, à l'instant où nos yeux les enlacent, ils n'appartiennent qu'à nous. Ce sont les noces secrètes, les plus belles histoires d'amour parce qu'elles n'ont existé que dans les yeux de ceux qui passent. Alors ça m'a fait penser à une très très belle chanson de Georges Brassens. Je crois que vous aimez bien Georges Brassens. Je l'ai même connu. Les Passantes, hein, qui est un poème dédié à toutes les femmes qu'on aime pendant quelques instants secrets. Tout à fait. Alors vous, question un peu insolente, mais je vous en prie. Que pensez-vous de ce vers de Louis Aragon, paru dans la Diane française, « Il n'y a pas d'amour heureux ». Bon, premièrement, pour parler du splendide hasard des pauvres, je vais lancer une pique à mon éditeur, c'est le livre qui a le moins bien marché, on est d'accord, hein, Bernard? Et après que j'ai écrit ce livre, il m'a dit « Thierry, s'il te plaît, le prochain bouquin, fais-le linéaire, s'il te plaît, linéaire ». Alors je suis bien contente que vous affrontiez mon éditeur en lui disant que vous l'aviez beaucoup aimé. Moi j'ai trouvé que c'était un magnifique livre. Il ne m'a pas dit qu'il était mauvais, il m'a dit « Écris de manière plus linéaire, s'il te plaît ». Je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire, mais après, bon, je veux dire, voilà. Après, est-ce que l'amour existe pour qu'il soit heureux ou malheureux? J'en suis pas sûr. L'amour existe parce qu'il doit exister, parce que il appartient intimement à l'humanisme, il appartient fondamentalement à la philosophie chrétienne. L'amour n'a pas qu'une seule apparence. L'amour a toutes les apparences. Et je crois que chercher à être heureux ou malheureux en amour, c'est la grande maladie de notre société. Je ne pense pas que l'amour soit fait pour être heureux ou malheureux. L'amour est là parce que on le vit dans l'ici et maintenant, et qu'il est renouvelé ou pas tous les jours qu'on passe avec l'esprit d'amour ou avec la personne aimée. Pour moi, l'amour, c'est, si j'ose une image, c'est un peu la manière qu'on a de lire un livre. C'est-à-dire, on tourne tous les jours une page et vous ne savez jamais ce que la page que vous venez de tourner vous réserve. Vous découvrez des lumières, vous découvrez des ténèbres, et vous tournez en tournant les pages de l'amour, vous tournez les pages du monde. Et pour moi, aimer, c'est... et ça, je l'ai découvert de manière très tardive. Mais si je devais aujourd'hui définir l'amour, je dirais qu'aimer, c'est être heureux que l'autre soit heureux. Et cette générosité-là, vous l'avez pas véritablement quand vous êtes plus jeune. Mais aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, si je devais définir l'amour, ça serait de dire, c'est d'être heureux quand l'autre est heureux, et aussi que finalement c'est accepter comme tout homme, tout être humain, femme ou homme, et lumière et ténèbres, accepter que la lumière est assez brillante pour nous faire oublier les ténèbres. Voilà comment je définirais l'amour. Alors, Noces secrètes réapparaît dans la pièce de théâtre que vous avez publiée en 2007 dans Elles étaient une fois. Voilà, Elles étaient une fois. Il y a Noces secrètes qui réapparaît et Hôtel Majestic, chambre 301 au dernier étage. Alors, est-ce que vous pouvez juste évoquer cette très belle pièce de théâtre, très particulière, et puis dire pourquoi cette récurrence de livre à livre, de certains éléments comme ça?
Oui, ben c'est une envie que j'avais de toujours mettre dans mes pièces de théâtre, parce que c'est la seule qui a été publiée, mais pas la seule que j'ai écrite. Et puis malheureusement, je ne sais pas, Bernard pourra en toucher un mot, la collection théâtre des éditions Campiche s'est arrêtée. Il pourra, si ça vous intéresse, vous dire pourquoi, les raisons pour lesquelles ça a dû s'arrêter. Et donc, voilà, je n'ai publié que celle-là. Et j'ai cette récurrence de rappels dans mes livres et dans mes pièces de théâtre, mais aussi dans les scénarios que j'ai pu écrire. C'est une espèce de clin d'œil que j'aime bien offrir aux gens. Et vous l'avez remarqué, vous êtes extrêmement rare à me le dire. Et disons que c'est un peu des lignes, des appâts que je jette un peu dans le lac littéraire ou théâtral pour voir qui l'attrape. Et je suis très heureux de voir que vous l'avez attrapé. Mais voilà, c'est un peu ça, c'est un peu des appâts qui m'amusent. Et c'est aussi des marques de fabrique. Oui, peut-être, vous avez raison, des marques de fabrique et des choses que je considère comme essentielles dans mon existence jusqu'à présent. Nomade immobile, ça a toute sa valeur, ça atteint toute sa valeur, parce qu'aujourd'hui c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez reclus, que je suis assez sauvage, que je vis... donc je veux dire, l'isolation du Covid ne m'a absolument pas touché, parce que ça n'a rien changé à ma vie, vu que j'ai jamais été quelqu'un qui trouvait... du bonheur à me rendre dans des boîtes ou voilà, je veux dire, mon bonheur, je le trouve dans ma tête. Et donc pour ça, souvent, je préfère être seul. Ce qui me rend parfois aussi assez invivable, très certainement. Alors, 3 personnages se disputent la scène dans la pièce de théâtre. Il y a Rosa la clocharde, il y a Claire la femme d'affaires et Aurore qui recherche sa mère. Et Rosa aime les mots, elle lit le dictionnaire. Donc je vais faire tout comme elle, je vais ouvrir par hasard le dictionnaire, je vais vous proposer quelques mots à inscrire et définir dans votre dictionnaire. Alors, rapidement, si je vous dis inspiration. Inspiration, je parlerai de... c'est un lait quotidien, quoi. Je veux dire, mais souvent les gens, vous voyez, je ne peux pas vous donner une définition genre Larousse. Hein, je veux dire, non, surtout pas. je suis toujours un peu étonné quand on parle d'écriture, et je pense que Bernard pourra confirmer, qu'on a toujours l'impression que l'écrivain ou l'écrivaine trouve son inspiration. Un peu, excusez-moi le mot, mais comme une espèce de diarrhée littéraire qui tomberait sur les pages blanches, quoi. Mais c'est pas vraiment ça. Je veux dire, c'est du boulot, quoi. Je veux dire, on va à la mine, on creuse, on se bat. Parfois, on a envie de tout jeter à la poubelle. D'autres fois, on trouve ce qu'on a écrit sublime, et le lendemain, on trouve que c'est acheté. L'inspiration, c'est un mot qui a été extrêmement galvaudé, parce que je crois que les gens imaginent un tout petit peu qu'il y a une espèce de source qui font couler ces mots et qui les alignent sur la page blanche. Mais c'est peut-être, je ne sais pas moi, 10, peut-être 20% du travail de l'écrivain, le reste c'est du boulot. Je ne sais pas si tu es d'accord, Bernard. Totalement. Si je vous dis respect. Respect, c'est un terme pour lequel j'ai énormément de respect. Le respect, ça inclut pour moi une forme de politesse, bien que ce mot aussi semble galvaudé aujourd'hui. On se fait souvent traiter de macho quand on ouvre la porte à une femme. Moi, c'est une des choses, il n'y en a pas beaucoup, je vous assure, mais c'est une des choses que j'ai repris de mon éducation bourgeoise.
la galanterie. Aujourd'hui, ça paraît totalement passé de mode, et puis surtout, ça paraît totalement incongru pour un vieil anarchiste comme moi. Mais n'empêche, je veux dire, la politesse est quelque chose qui m'importe, parce que c'est une manière justement de respecter l'autre, hein, et de pouvoir le contredire, de pouvoir le remettre en question avec respect. Une notion qui est en train de totalement disparaître aujourd'hui au vu de cette division qui m'effraie dans la société, avec les anti et les pros, que ce soit vaccin ou autre chose, où cette notion de respect et de dialogue disparaît complètement. Dire, on veut imposer un point de vue, une vérité absolue, et peu importe la manière de laquelle on s'y prend, on veut juste imposer et puis avoir raison. Et je regrette un tout petit peu cette perte de la notion de dialogue qui faisait qu'on avait des conversations avec des gens, par exemple avec Augusto Zocca, dont je vous ai parlé, le PDG de la Sandoz, où la contradiction et l'affrontement étaient jamais sans élégance. Voilà. Et ça me manque. Et le respect, c'est peut-être, comme je vous l'ai dit, la politesse et l'élégance. Alors bon, vous avez un peu grillé ma question, mais je voulais vous citer Jacques Kerouac. Les seuls êtres intéressants sont pour moi les déments, ceux qui sont assez barjots pour vivre, illuminés quand ils parlent, déjantés pour ne pas sombrer, désireux de tout en même temps, ceux qui jamais ne bâillent ou ne débitent un lieu commun, mais qui brûlent comme les fabuleuses chandelles jaunes romaines et éclatent à travers les étoiles en des explosions tentaculaires de feux d'artifice, et au beau milieu, vous voyez le bleu de l'apothéose et tout le monde fait « Ah !» Je voulais vous demander ce que vous pensez de Jacques Kerouac. Il parle de Moriarty, qui était en fait Neal Cassidy, le véritable héros de On the Road, de Kerouac. Et c'est vrai que cette déferlante de délire sur la route de Moriarty est quelque chose qui me touche énormément. Moi, j'en ai connu des déjantés. Et c'est vrai que les déjantés sont fascinants quand vous les rencontrez, parce qu'ils n'ont pas de tabou dans leur existence. Ils ont des portes ouvertes de partout, dans leur esprit, dans leur corps, mais aussi dans leur cœur. C'est-à-dire que c'est des gens éminemment généreux, qui se laissent souvent emporter par leur folie, par leur délire, hein, mais ce délire sort tellement du point de vue commun, des habitudes forgées par la vie, par l'existence, souvent par la médiocrité d'une vie sur les rails. Elle sort tellement de ce rail-là, où vous vous sentez formaté pratiquement dès la naissance, pour certaines personnes, qui vivent leur vie de la naissance à la retraite. Et ces personnes-là sont tellement, dépassent tellement cette intransigeance dans le fait de ne pas vous écarter du bon chemin, du droit chemin, de ne pas prendre de détour, que c'est ces gens-là qui font briller votre imaginaire, hein, en tout cas le mien. Ça vous va? Ça me va. Alors on va aborder le dernier roman déjà, Desperado, la cendre des gestes, publié en 2017. Blessé à la tête, votre narrateur Sol Djelem, quand il se réveille dans une chambre blanche, ne sait plus qui il est ni où il se trouve. Il s'interroge alors. Qui étais-je? L'homme qui se traînait piétiné par la femme qu'il adorait,
L'homme effondré, horrifié par ses gestes, par son regard envers Nassima, qui ressemblait tellement à Sommeya, l'homme qui répétait le nom de sa fille comme une prière et s'approchait d'elle comme une chose énorme qui allait l'écraser et qui s'était enfui en courant pour m'échapper, le desperado, le hors-la-loi prêt à se battre jusqu'à la mort, le salaud, le fantassin vide de mémoire qui sortait à terrain découvert d'une chambre blanche, le bienveillant, j'étais probablement tout cela à la fois, le substrat d'un être humain en quelque sorte. C'est une nouvelle fois un ouvrage sur le banditisme en quelque sorte. Évoquant votre personnage, est-ce que vous pourriez rapidement présenter le roman? Et puis pourquoi ce thème du banditisme qui revient quand même? Banditisme, si vous voulez, mais moi c'est surtout les personnes qui vivent en marge de la société qui me fascinent, quelle qu'elle soit. C'est pour ça que j'ai le peuple gitan revient aussi très souvent dans mes livres. J'étais très proche d'eux quand je vivais à Paris. C'est des gens qui m'ont toujours émerveillé parce qu'ils n'ont pas... rien ne les enchaîne. Et ils peuvent passer... c'est ce qui nous effraie d'ailleurs, c'est qu'ils peuvent devenir malandrins, ils peuvent être d'une générosité formidable, d'une humanité fabuleuse, et puis dérailler leur prochaine, quoi. Je veux dire, rien n'est définitif avec eux, tout semble toujours en éternelle balance. On a l'impression qu'ils sont sans arrêt en train de danser sur un fil de vie, et qui peuvent tomber à chaque moment. Et c'est ces gens-là qui me fascinent. D'un côté, c'est ces gens-là, et d'un autre côté, c'est les petites gens. Vous avez parlé du splendide hasard des pauvres. Et ben, c'est ces petites gens qui vivent dans la grisaille, auxquels rien de particulier n'arrive. Et tout à coup, ils se promènent dans la rue, et dans la rue, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, il y a une boîte de conserve, ils shootent dans la boîte de conserve et tout change. Tout devient extraordinaire. Et tout passe de l'ordinaire à l'extraordinaire. Voilà, c'est ça les personnages qui me fascinent. Quand vous avez retracé en quelque sorte dans Évasion à perpétuité le personnage aîné de Walter Sturm, là vous avez travaillé sur le personnage, vous avez lu, vous avez... Beaucoup. Oui. Et je dois encore une fois dire, il n'aime pas bien que je m'adresse à lui, mais tant pis pour lui. C'est aussi un peu grâce à Roman, parce que l'aventure avec Évasion à perpétuité, dont vous avez parlé, elle a commencé par une demande de Jean-François Amiguet, le cinéaste valaisan d'ailleurs, enfin qui a vécu longtemps au Valais, je ne sais pas s'il est valaisan. Maintenant il vit dans le canton de Vaud, pardon ? Il est de Vevey. De Vevey, bon. Enfin, mais il a vécu longtemps au Valais, et qui m'avait demandé d'écrire un scénario sur la vie de Sturm, qu'il avait connu lui personnellement. Et il avait ce désir depuis très très longtemps de réaliser son histoire. Mais là, je vous parle de Roman il y a 15 ans. En 2003, 2004 ? Pardon ? Non, en 2007. Non, tu sais, quand on a commencé le dossier, quand tu as commencé toi à travailler sur le dossier Sturm. En 2007. Voilà. Et comme je n'avais pas véritablement le temps de rassembler un dossier sur l'histoire de Walter Sturm, que je connaissais, mais par bribes, j'ai demandé à Roman s'il était d'accord d'aller fouiller dans les archives et puis de constituer un dossier. Il a accepté et il a vraiment fait un travail incroyable. Et je me suis retrouvé avec un dossier formidable avec lequel j'ai pu faire ce scénario. Ce scénario, il est parti chez Amiguet, qui l'a donné à de nombreuses productions. Et puis, bon, bah, finalement, comme souvent ça arrive,
Ce scénario dormait dans un tiroir quelconque, chez un producteur ou une productrice quelconque. Et je me suis dit, j'ai pas envie que ça en reste là. Et je me suis bien entendu inspiré, inspiré de l'histoire de Walter Sturm. Et j'en ai fait un personnage christique. Oui. Et ça aussi, très peu de gens, bizarrement, je me suis dit, on va en parler. Ben non, il y a 2-3 personnes qui ont relevé le fait que j'en avais fait un personnage christique. J'étais allé faire des recherches dans des tests apocryphes, surtout Saint-Philippe, où j'avais repris des textes pour les mentionner dans mon livre. Et pour moi, c'était une évidence que, je veux dire, on allait se reconnaître dans cette histoire. Et finalement, ça s'est fait, mais relativement tardivement, il y a 3 ans. La paroisse de mon village de naissance, Péry-Rochette, m'a proposé, avec un pasteur, de parler, d'ouvrir une discussion sur ce thème, d'avoir donné à ce personnage, qui était un voleur bien aimé en Suisse. Hein. C'était assez étonnant, parce que les Suisses qui sont très prudes de ce côté-là, ils avaient fini par beaucoup, il était quelqu'un de très populaire, ils avaient fini par beaucoup aimer ce personnage, peut-être par le fait qu'il n'avait jamais utilisé d'armes, qu'il n'avait jamais ni blessé ni tué quelqu'un. Encore que ça reste incertain, mais enfin bon, pour ce qu'on en sait. Et puis, donc, ce pasteur et cette paroisse m'ont demandé si je voulais bien, puis j'étais extrêmement reconnaissant qu'ils le fassent, et c'était assez étonnant. Je me suis retrouvé face aux paroissiens de cette église de Péry-Rochette protestante, et une discussion très intense et établie sur ce personnage, avec des explications de ma part, mais aussi du pasteur qui était présent, sur les citations que j'avais introduites et sur les scènes que j'avais repris, des scènes bibliques que j'avais repris dont j'avais parsemé le livre, mais un peu comme les petits cailloux blancs, pour que ceux qui ont envie finalement, parce que c'est ça aussi la lecture, c'est pas d'imposer, c'est de suggérer. Donc moi je suggère dans mes livres, et ceux qui ont envie de marcher avec moi, eh ben, je les accueille à bras ouverts. Alors pour l'ultime et l'impossible question, vous écrivez, Thierry Luther Bacher, dans Desperado, la cendre des gestes, « Nous passons notre vie à croire que ce que nous avons est trop peu, à nous persuader qu'il y a autre chose de plus, mieux, bien, comme des enfants. Et puis nous avons peur que ce que nous voulons soit bien trop énorme pour nous. En fait, nous cessons jamais d'avoir peur de nos envies, de nos désirs, de nos rêves, de nos amours. Nous nous habillons de songes bien trop grands qui finissent par rétrécir au lavage. Et nous restons là à nous dire « Je ne l'imaginais pas comme ça, la vie ». Pour vous, Thierry Luther Bacher, qu'est-ce que réussir sa vie? Réussir sa vie, c'est de s'aimer. Je crois que les gens qui n'arrivent pas à s'aimer n'arriveront jamais à aimer les autres. Et pour moi, s'aimer, c'est fondamental. Et réussir sa vie, c'est se plonger, c'est avoir le plaisir de se coltiner avec l'inconnu, avec ce qu'on ne sait pas, avec ce qu'on ignore. Ne pas se préoccuper, comme j'ai trop souvent fait, du passé ou de l'avenir, mais de se préoccuper du présent. De vivre avec l'instinct de vie.
qui vous conduit sur des chemins parfois totalement méconnus et inattendus. L'inattendu et l'éphémère sont pour moi des constantes pour réussir sa vie. Et on réussit à le faire, bien entendu aussi en trouvant le moyen, ce qui n'est pas toujours facile, de se réaliser et de ne pas... Ce qui est fondamental pour moi, ce qu'il est encore aujourd'hui, c'est de ne pas vivre à l'envers de mes rêves de 20 ans. J'avais des tas de rêves à l'adolescence qui ont été sublimés par la lecture du Grand Monde. Et je ne les ai jamais abandonnés, je vous assure, même si ça peut sembler extrêmement naïf. Mais c'est toujours le terrain de l'enfance sur lequel je me retrouve quand je me pose la question du mal-être. Et c'est ce terrain-là qui m'apporte les plus belles réponses. Donc ne pas vivre à l'envers de ses rêves, de ne pas dire que ce que l'on dit ou fait ne soit pas à l'envers de ce qu'on pense, à l'envers de son idéal, parce que c'est tellement facile de penser humaniste et d'agir à l'encontre de l'humanisme dans tous les domaines. Voilà, ça c'est pour moi la définition de la réussite de la vie. C'est certainement pas celle qui fait de vous une personne avide d'argent et de puissance. Est-ce qu'il y a une question dans le public? Alors, à l'issue de cette rencontre, j'aimerais du fond du cœur, au nom de tous, vous remercier, Thierry Luther-Bacher, pour ce moment de partage. Un jour, vous avez choisi d'écrire le destin de personnages qui parlent aussi de l'homme, un peu de nous. Et aujourd'hui, vous avez accepté de venir parler d'eux et de cet engagement qu'est l'écriture. Vous nous laissez, avant de partir, un dernier souvenir, comme une ultime leçon d'être. Dans votre roman « Le splendide hasard des pauvres », Yuri se remémore. Sur 51 ans d'existence, il me restait un unique souvenir, magnifique. Le jour de mes 4 ans, mon père m'avait emmené en bateau pour une journée de pêche sur le lac. J'étais assis près de lui, à l'avant du bateau. Le soleil se levait, le moteur tournait régulièrement, le lac était lisse, le ciel tranquille, le vent tiède dans mes cheveux. Mon père trempait sa main dans l'eau et me la passait sur les lèvres. J'ai encore le goût de ses doigts à la bouche. J'étais sûre que jamais rien ne pourrait nous arriver, que rien ne pourrait jamais nous séparer. Il m'a dit « Respire cette journée avec ton vieux aussi fort que tu peux, et un jour tu t'en souviendras, comme de ce qui ressemble plus au bonheur. » Thierry Luther-Bacher, merci. Merci à vous.